are being distributed. Get to cover. Get under cover at once. The enemy are not in any great force, but our anti-aircraft gunners will speedily dispose of them. Ces images ne sont pas un document d'actualité, mais un film d'anticipation réalisé en 1936. Il imagine les formes de la guerre future, une guerre inédite, radicalement différente de tout ce qu'on a connu, avec des armadas de bombardiers écrasant les populations civiles sous un tapis de bombes. Moins d'un an plus tard, la prédiction est devenue réalité. En Chine, l'aviation japonaise bombarde Shanghai. En Espagne, les aviations italiennes et allemandes font des milliers de victimes parmi les populations. La guerre a bien changé de nature. Elle ne connaît plus de frontières entre les combattants et les civils, entre lignes de front et arrière. Désormais, chacun est un objectif. À la veille de ce conflit, les Européens ont retenu 2 leçons de la Grande Guerre. Il faut se protéger en creusant des tranchées et se prémunir contre l'attaque des gaz, plus redoutée encore que les bombes. Earth is energetically shoveled into bags by willing hands and piled against key buildings. Such scenes as these are familiar not only to us, but to the peace-loving citizens of every country in Europe. Now I'm getting very fond of me gas mask, I declare. It hardly ever leaves my side. I sling it on me back and I take it everywhere. It even comes to bed at night. My sister had a lot of socks to mend, so she gave me a fat bouncing baby to tend. And when I felt it leaking at one end, well, I did what I could with me gas mask. Quand Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, l'heure de l'affrontement européen a sonné. Tout le monde se met sur le pied de guerre. La mobilisation, moi je la prends comme tout le monde. D'abord, on colle des affiches. Il y a des affiches qui décrètent la mobilisation. Parce qu'on le sait. Alors, vous avez votre livret militaire que vous avez d'ailleurs consulté plusieurs fois avant. Et il vous dit, voilà, dès que les affiches de mobilisation sont collées, vous prenez tel trajet. Je devais rejoindre Versailles le 3e jour après la mobilisation, c'est-à-dire le 5 septembre. Même les pays neutres, Belgique ou Suisse, rappellent leurs réservistes. Partout, on retrouve les mêmes scènes qu'en 1914. Pour des milliers de jeunes hommes, c'est la séparation, les pays à nouveau transformés en gares de triage. Les enfants aussi quittent leur famille. On les éloigne des villes pour les mettre à l'abri du danger des gaz et des bombes. Cela n'empêche pas Elisabeth Finn de craindre le pire pour ses enfants. Je croyais que nous allions tous mourir. Ce qui était terrible, c'était l'idée d'être bombardés, d'être séparés. Si mon mari ou moi étions tués, qui allait s'occuper de mes enfants? Quand je voyais toutes ces jeunes filles qui marchaient en se tenant par le bras, riant et bavardant, je les enviais. Vraiment, je les enviais. Je me disais, Weynard, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour des enfants. En mai 1940, la poussée victorieuse des armées allemandes jette sur les routes des milliers de réfugiés. Cet exode prend des allures de débandade. À bicyclette, à pied, de Hollande comme du nord de la Seine, on fuit. Exode douloureux que la guerre à la manière allemande fit souvent tragique. Monde en Belgique et en France surtout, incendiés et massacrés en attentats inexpiables contre villes ouvertes et villages. Stukas starten zum Feindflug. Wo sie zupacken, verbreiten sie Angst und Verderben.
Sur la route de l'Exode, l'attaque aérienne est le principal danger. Âgé de 20 ans, le jeune Pierre Rondas fuit Louvain avec les siens. Les Stuka faisaient un son particulier quand ils piquaient. Il y avait le bruit des avions et celui des mitrailleuses. Tout le monde s'écartait de la route et se cachait dans les fossés. On voyait des gens qui restaient debout, couverts de sang, et d'autres qui s'écroulaient par terre. Certains étaient morts. Je restais là, mais je ne pouvais pas attendre. On ne pense qu'à une seule chose, avancer. Continuez toujours. Si les civils souffrent de la guerre, ils y participent aussi, et des deux côtés, quel que soit leur âge ou leurs conditions. Ainsi, à Hambourg, les enfants font les poubelles au service de la mobilisation. Horst Westphal ramassait les débris d'os utiles à la fabrication des explosifs. On sonnait à la porte et on saluait réglementairement. Heil Hitler, est-ce que vous avez des os? Et la ménagère revenait avec un paquet ou un autre emballage. Le lendemain, on apportait les os à l'école et on les donnait. Quant à elle, l'écolière Margaret Zettel assiste la conductrice d'un tram. L'après-midi, les fées clochettes prenaient le tram. Il fallait pousser les passagers dans le tram, puis faire sonner la cloche. On devait faire sonner la cloche pour que le mécanicien sache qu'il pouvait démarrer. Calling all workers. L'Angleterre a pris du retard, mais toutes les énergies seront mobilisées dans un effort de guerre qui s'intensifiera encore lorsque la Grande-Bretagne, après la défaite de la France, poursuivra seule la guerre contre Hitler. Nearly 2,000 of us girls work in this factory. We work a 10-hour shift, 2 weeks on nights, 2 weeks on days. Chaque jeune femme célibataire de moins de 30 ans est requise et affectée en général aux industries d'armement. Les Anglais vont beaucoup plus loin dans la mobilisation qu'en 14-18. Pour la population, c'est une autre facette de la guerre totale. Tout le monde est combattant. Tout le monde est aussi exposé au danger. De ce fait, les populations civiles vont connaître des horreurs qui dépasseront tout précédent. Pausenlos brausen die deutschen Geschwader nach England. Tag und Nacht belegen sie London mit Millionen Kilo von Bomben. Mois après mois, les adversaires s'engagent dans une escalade. À chaque coup, répond un autre, comme si ce combat était le dernier choc du conflit. C'est l'Allemagne qui a pris l'initiative. En septembre 1940, l'aviation allemande s'attaque aux docks et aux gares. Mais elle vise en priorité la population anglaise.
Hitler compte ainsi briser son moral et sa résistance, à défaut d'avoir la maîtrise du ciel. Tout l'hiver, les Londoniens s'abritent comme ils peuvent, jusque dans les stations de métro. Mais ils tiennent bon. Le calcul d'Hitler est déjoué. Le port de Plymouth connaît le même genre de traitement. La nuit de 1941, où Plymouth subit son raid le plus meurtrier, Betty Lawrence était de service à l'hôpital général. C'était terrifiant d'entendre ces avions avec le bruit de leurs sirènes. Tout s'est éteint et soudain ils étaient au-dessus et l'instant d'après la bombe est tombée sur le service des enfants. Et cette pauvre femme, on était assises et on se serrait l'une l'autre et des débris nous tombaient dessus. Et cette pauvre femme qui disait « le bébé arrive, le bébé arrive ». Et ce bébé est arrivé et il a fallu que je la couche à la lampe torche dans la saleté, la boue, la poussière. La pauvre femme, nous étions couvertes de poussière. Cette nuit-là, il y aura 1 millier de morts et 3000 blessés. C'était terrible de marcher dans Plymouth. Pas un bâtiment, plus aucun bâtiment, absolument rien. On ne pouvait pas le croire. On se disait où suis-je, où est Plymouth? Mais où donc? On ne pouvait même plus trouver de rue. On se frayait un chemin à travers les gravats jusqu'à l'hôpital. Et là, je me suis vraiment sentie triste, désespérée. C'est le seul moment de la guerre où j'ai eu le sentiment de défaite, l'impression qu'on était fichu. À mesure que reviennent les vagues de bombardiers, les habitants se faufilent hors de la ville. La nuit, la moitié de la population dort en plein air. Le Premier ministre Winston Churchill, craignant que les gens de Plymouth ne flanchent à force d'être bombardés, décide de se rendre sur place. And in the midst of it all, the cry goes up. Here comes Winston, the Prime Minister of Great Britain and his wife, come to be with the indomitable people of Devon. We will mete out to the Germans the measure, and more than the measure. They have meted out to us. Oui, je me disais que s'ils avaient pu nous faire ça à des enfants, on devait le leur faire. Je sais que ce n'est pas du tout une philosophie d'infirmière, mais c'est ce que je pensais alors. Faites-leur la même chose, oui. Bombardez l'Allemagne. Les Britanniques se donnent les moyens de rendre coup pour coup. Ils cherchent autant à atteindre la machine de guerre allemande que le moral de la population. Hambourg est une des premières cibles visées. Réplique à Plymouth. Le ciel n'était plus qu'un vrombissement. Le bruit des moteurs était si fort que tout vibrait. Alors on s'est dit que ce soir-là, c'était pour nous. Hamburg, second largest city of the Reich, is being liquidated in a series of record attacks by the RAF. More bombs have fallen on Hamburg in the space of a few hours than on the whole of Greater London during the Blitz. Le bombardement crée une tornade de feu avec des vents de 200 km/h. Hans Brunswig, tout en combattant le feu, filmait l'incendie. C'est le marchand de tabac, juste à côté de la caserne de pompiers. On peut voir la force incroyable qui pousse les flammes. C'était un incendie inhabituel, parce qu'il était très rapide. Ça dépassait toutes nos expériences antérieures. La façon dont les flammes se rejoignaient par toutes les rues, on n'avait jamais vu ça avant. La température atteint jusqu'à 1000 degrés. Tout est carbonisé sur 12 km². Margaret Settle se trouvait dans l'œil de ce cyclone incendiaire. C'était un brasier, un chaos total, une tempête incroyable. Ce qu'on remarquait ensuite, c'était l'odeur écœurante. Je l'ai encore dans les narines. Le sang, le mortier, tout brûlait. Pour cette seule semaine, Hambourg compte 42 000 morts. Un ordre de grandeur comparable au total des victimes britanniques pendant la durée du Blitz.
Nous avons marché pendant 10 kilomètres à travers des gravats, des débris, au milieu d'une mer de flammes. Il y avait une file ininterrompue de réfugiés. Nous nous sommes retournés vers Hambourg et tout était noir. Le ciel était complètement noir, le soleil ne pouvait pas percer et même 25 kilomètres plus loin, la suie tombait comme de la pluie. Pour toute réponse, Joseph Goebbels adjure le peuple allemand de faire sienne l'idée de guerre totale. En fait, celle-ci est à l'œuvre depuis de longs mois. Ce que la guerre totale signifiait, en fait, Goebbels ne nous l'avait pas dit. On a mieux compris ce qu'il voulait dire en juillet 1943 à Hambourg. Là, c'était la guerre totale, mais pas comme Goebbels l'avait imaginé. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Le déclenchement des hostilités contre l'Union soviétique en juin 1941 a marqué une étape. La guerre n'a plus ni règles ni loi. Les troupes allemandes ont reçu l'ordre de massacrer ou de réduire en esclavage les populations civiles. Les prisonniers soviétiques sont réduits au rang de sous-hommes. Das sind die stumpfsinnigen, aber gefügigen Werkzeuge der politischen Sowjetkommissare. Die Männer, die die Faschisten mit dem Daumen zerdrücken wollten. Sur chaque pouce de territoire conquis, les familles sont rassemblées comme du bétail. Alexandra Sakharovia est expédiée dans une ferme au fin fond de la Bavière. Je travaillais 16 ou 17 heures par jour. C'était des travaux pénibles et j'avais mon fils en plus. Je n'avais pas l'habitude, car je n'avais jamais travaillé dans l'agriculture auparavant. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il fallait que je travaille. Les soviétiques qui échappent à la déportation se retrouvent pris entre deux feux. D'un côté, la menace des troupes d'occupation, de l'autre, l'activisme des groupes de partisans. À Alexandrovo, un village près de Minsk, Sérafim Achipko redoutait autant les uns que les autres. C'était effrayant de vivre dans l'attente de la mort. À la nuit tombée, quelqu'un venait frapper au carreau. Un homme armé. Mais qui était-il? Qui préférez-vous, les Allemands ou les partisans? On préfère celui qui vient avec un fusil. Le grand commandant allemand est rentré et a donné l'ordre que les hommes soient fusillés et le village brûlé. Ils ont abattu mon frère et ses deux fils dans une hutte. Ils ont emmené des gens dans une grange et les ont brûlés vifs. Alexandrovo fut comme des milliers d'autres villages, réduits en cendres. Avec l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941 et l'entrée en guerre des États-Unis, le conflit devient réellement planétaire. Le président Roosevelt jette tout le poids de la puissance américaine dans la bataille de la production. Berlin and Tokyo started this war, but the massed, angered forces of common humanity will finish it.
It's a big changeover. Where we used to make hubcaps, now we're making helmets. Machine guns now, where they used to make typewriters. They're making bomb noses now, where they used to make lamps. At one of the famous Henry Kaiser shipyards, the Brockmiller family have established an amazing record in the annals of shipbuilding. Headed by the father, every one of the family's 15 adults, including the girls, is helping build America's Liberty ship. C'est nous, en haut, dans le coin. Tous les Brockmiller qui vivaient en Amérique, dans le Midwest, ont décidé de faire les 2700 km jusqu'à Portland pour travailler dans les chantiers navals. On a mis 4 jours pour arriver ici. Je touchais ma paye, $70 la semaine, c'est ce qu'on gagnait. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. The Brockmillers, a family of patriots, workers on the home front, all helping to win the war. La guerre offre une occasion et une nécessité à l'industrie américaine d'accroître encore sa capacité et de moderniser ses filières techniques. Les navires sont assemblés en un temps record. Avec des éléments préfabriqués sous des bouts à bout, on fabrique à la chaîne des cargos gigantesques de 400 tonnes, les Liberty Ships. À l'instar de Ford jadis, le maître d'œuvre de cette prouesse s'appelle Henry Kaiser. Lui aussi s'est adapté aux circonstances. Dans les chantiers navals de San Francisco, on abaisse à 4 jours et demi le délai entre les premiers coups de marteau et le lancement. A cheer went up that echoed round the world, a tribute to the determined men and women who had accomplished the amazing feat of launching a completed ship in 4 days, 15 hours, and 27 minutes. Le discours martial du gouvernement fait écho à la mobilisation des civils. Too many of us still haven't buckled down to the job and raised the sweat that victory demands. We are sending out to fight for us the finest young men any nation ever called to its colors. They can never win if they have to fight this year's war with weapons we produce next year. What are we going to do about it? I'll tell you, if you and everyone with you starts tomorrow to put that extra drive and anger and determination into the job, we'll win this war in spite of all the odds. Si les Américains font appel au patriotisme de leurs citoyens, les Japonais, eux, dans les territoires qu'ils occupent, traitent les populations avec la dernière brutalité. Ils avaient inauguré cette stratégie en Chine dès 1937. Leur objectif est de créer par la force une sphère de coprospérité en Extrême-Orient. Autrement dit, de mettre les pays et ses gens en coupe réglée. Akudo Nakatomi faisait partie des exécutants de cette stratégie. Au début, on se servait du karaté, mais ce n'était pas facile de les tuer comme ça. Puis un officier japonais s'est avancé et il a dit « Vous autres de Tokyo, regardez ça. Je vais vous montrer comment on fait. » Il a pris son épée, l'a lavée avec de l'eau et a empoigné le prisonnier chinois le plus proche de lui. Il l'a poussé et l'a forcé à se pencher en avant. Il lui a donné un seul coup par derrière et sa tête a roulé sur le sol. Les Japonais pratiquent une politique de la terre brûlée et du pillage. Brûler tout, voler tout, tuer tout. Cela voulait dire que s'il y avait des gens, il fallait les tuer. S'il y avait une maison à brûler, on devait la brûler. Et s'il y avait des vaches et des moutons, il fallait les abattre. Nagatomi estime qu'il a personnellement tué au moins 100 Chinois. Il reste, dit-il, obsédé par ce souvenir. Je rassemblais les femmes et les enfants des villages et les enfermais dans des bâtiments. J'entassais du bois et les brûlais. J'ai fait plein de choses terribles comme ça.
Comme les Allemands, les Japonais recourent eux aussi au travail forcé. Des millions de Chinois, de Birmans, de Philippins, de Coréens sont emmenés pour construire des routes ou des voies ferrées et travailler aux mines. Le Coréen Yang Pyeong-tu est en train de repiquer son riz quand il est raflé par la police japonaise. Il est envoyé au Japon avec de nombreux compatriotes affectés à la construction d'un barrage hydroélectrique aux environs de Tokyo. Sa famille restera sans nouvelles jusqu'à la fin de la guerre. Il y avait une rangée de gardiens qui nous frappaient et nous donnaient des coups de pied à tour de rôle. Nous avions terriblement mal au dos. Mais quand on se relevait pour s'étirer, on se faisait battre violemment. C'est comme ça qu'ils nous traitaient. J'avais le bras cassé, mais même comme ça, je devais continuer à travailler. Et même quand on continuait à travailler, ils n'arrêtaient pas de dire « plus vite, ordure ». Dans cet océan de souffrance, ce sont probablement les citoyens soviétiques qui ont enduré les pires épreuves. Et dans ce palmarès des malheurs, la première place revient sans conteste à Leningrad. Professeure de piano, Elena Taranoukina n'avait pas l'habitude des travaux de force. Mes mains devinrent comme celles d'un homme, des mains fortes. Encore maintenant, elles sont plus fortes qu'avant. J'essayais de creuser des tranchées plus profondes et plus longues, espérant que la partie que j'aurais creusée arrêterait un tank. Leningrad, die Geburtsstätte des Bolschewismus, ist völlig eingeschlossen und liegt im vernichtenden Feuer der deutschen Batterien. À l'automne 41 commence alors un siège qui va durer 2 ans et demi. Dès les premiers froids, les magasins sont vides. Imprévoyance des dirigeants ou surprise devant la rapidité de l'avance allemande, il est difficile de le savoir. La ration quotidienne de pain est réduite à 125 grammes, la valeur d'une tranche et demie. Encore s'agit-il surtout de son. C'était collant comme du mastic. Ce n'était même pas marron, c'était d'un gris verdâtre. Ça avait un goût terrible, mais on trouvait ça délicieux. Je n'en mangerai pas aujourd'hui. Malchance supplémentaire, l'hiver est exceptionnellement rigoureux. Le thermomètre descend jusqu'à -40. Le froid a quand même un avantage. Le lac étant gelé, des convois de camions apportent nourriture et matériel à partir du rivage situé à plus de 30 km. Jamais les Allemands ne parviendront à couper ce cordon vital. Ils ont réduit la ration de pain 5 fois. Mais quand la route sur la glace a commencé à fonctionner, la ration a progressivement augmenté. Les vieilles femmes allaient chez le boulanger et se signaient parce que le pain était réapparu. Elles étaient sauvées. Nous étions envahis par un sentiment de solennité et de grandeur, par la joie et la conviction que nous allions être victorieux. Le jour de Noël 1941, on dénombre 3700 victimes. La mère d'Elena Taranoukina en perd la raison. Maman a essayé de mordre la chair de ma fille, Leila. Comme c'était une petite fille bien potelée, elle voulait la manger. Alors je n'ai plus laissé ma fille toute seule à la maison. Je l'emmenais avec moi à chaque fois que j'allais faire la queue chez le boulanger. Maman est morte peu après.
l'orchestre de la radio de Leningrad met un point d'honneur à continuer de jouer, mais il perd peu à peu ses musiciens. Un citoyen de Leningrad, affecté comme pompier, écrit alors une composition musicale qui reste depuis indissolublement liée à la résistance de la ville. Son nom, Dmitri Shostakovich. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Le chef d'orchestre fait le tour de la ville à bicyclette pour rameuter ses musiciens. Mais beaucoup sont trop faibles pour bouger ou jouer, comme en témoigne Xenia Matus au pupitre de second au bois. Pendant les répétitions, les gens n'avaient plus d'énergie, surtout les cuivres. La première trompette, au lieu de jouer, mettait son instrument comme ça et restait assise. Le chef d'orchestre, Karl Ilyich, arrêta l'orchestre. « Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas ?»« Karl Ilyich, je n'ai plus de force. »« Vous n'avez plus de force? Est-ce que vous croyez que nous en avons? Le concert doit avoir lieu. Il faut jouer. » Un des musiciens est arrivé en retard à la répétition. « Pourquoi êtes-vous en retard ?» demande le chef d'orchestre. « Karl Ilyich, ma mère est morte. » « Eh bien, veillez à ce que cela ne se reproduise plus. » Il voulait dire d'être encore en retard, pas que sa mère meure encore. Désormais, on n'a même plus de son pour faire le pain, mais de la sueur de bois et de la poussière. Et la soupe, c'est de la glu. Malgré tout, les ouvriers des usines d'armement s'efforcent de les maintenir en activité. Pendant le siège, près de 800 000 citadins périront de froid, de faim, de maladie. Un Russe note dans son journal: conduire un mort au cimetière épuise chez les survivants leurs ultimes restes de force. Ainsi, en rendant aux morts leur dernier devoir, les vivants sont conduits au seuil de la mort. Le jour où doit être jouée la symphonie de Shostakovich, l'armée lance une diversion pour détourner les tirs allemands de la salle de concert. Telle est du moins la légende, car la propagande ne perd jamais ses droits. Dans cette guerre totale, l'exécution de la symphonie est un défi. C'est pourquoi elle est retransmise à travers toute l'Union soviétique. Vertu patriotique oblige. Quand nous avons fini la symphonie, il régnait un silence de mort dans la salle. Et soudain, ce fut un tonnerre d'applaudissements. Une jeune fille est sortie du public avec un bouquet de fleurs. Elle l'a offert au chef d'orchestre. Vous imaginez ça? Des fleurs pendant le blocus. C'était une joie incroyable. Après 890 jours de siège, Leningrad est libéré en 1944. La France métropolitaine, elle, n'est plus dans la guerre depuis la défaite de juin 40. Le pays, écartelé entre plusieurs zones, est assujetti à la loi du vainqueur. Il subit les répercussions d'un conflit qui se prolonge. Les prisonniers deviennent le symbole de ces interminables malheurs. Victimes de la débâcle, on ne sait plus s'ils sont responsables ou coupables. Le phénomène prisonnier, dès le départ, moi je crois, a été celui qui a le plus marqué la France à l'époque. 1 800 000 prisonniers, il n'y avait pas une famille qui, de près ou de loin, par un frère, un cousin, un père de famille, parfois, n'était pas concerné. Quand on se rencontrait entre voisins, entre familles, etc., on demandait toujours des nouvelles. La vie à l'intérieur du camp, pendant un moment, on couche sous des tentes, parce qu'ils n'ont pas de quoi nous loger. Le camp, c'est un transit. Vous êtes là,
pour partir au travail dans ce qu'on appelle des commandos. Alors, on est là, on passe les journées. Le plus long, c'est des heures d'attente pour avoir une gamelle de soupe et une saucisse de chien et 300 grammes de pain. Ça prend des heures. On commence à 3 heures du matin la distribution de la soupe. Autant de prisonniers que de morts en 14-18. On comprend que le sort de ces hommes, dont la moitié sont mariés et pères de famille, obsède les autorités et tous les Français. 1 million d'entre eux vont passer 5 ans de guerre en Allemagne. On construit une ligne de chemin de fer. Alors c'est 10 heures de boulot, des rations insignifiantes. On est mal, quoi. C'est le bagne, quoi. Hein. Alors je me suis fait porter malade. Le prix de ceux qui reviennent a beau être exorbitant, les familles se privent pour envoyer des colis. Dans cette période de pénurie généralisée, on passe son temps à se procurer par des tickets ou au marché noir le minimum vital. La grande préoccupation des Français, sous l'occupation, dans les villes, c'était la nourriture. Il fallait avoir quelque chose à échanger. Tout le monde échangeait ses cigarettes contre de la viande ou contre du lait. Nous avions une épicerie. Mais il fallait aller chercher ce qu'il y avait à vendre. Et mon père, qui était un grand blessé de la guerre de 14, qui avait notamment plus qu'un poumon, il avait une remorque. Il allait jusqu'à Argenteuil, à 7 km de là, à une épicerie en gros, pour ramener ce qu'il allait servir aux gens, alors qu'il pesait à peine 40 kilos, etc. Les gens ont fait des efforts inouïs. Épreuve supplémentaire, la loi imposée au début 1943 par les Allemands. Ceux-ci exigent que les jeunes Français de 3 classes d'âge partent travailler en Allemagne. Car la guerre totale et les pertes à l'Est exigent de la main-d'œuvre. Pour ces jeunes, pas d'autre échappatoire au service du travail obligatoire que de plonger dans la clandestinité ou rejoindre le maquis. Et ça a été très saboté, d'abord par les fonctionnaires, parce qu'il fallait établir les listes, qui ont mis un maximum de mauvaise volonté. Moi-même, je m'occupais des prisonniers. Un jour, on est rentré, on a trouvé tous les papiers, on les a détruits. Donc les listes qui étaient établies ont été détruites. À 22 ans, Alphonse Métral doit partir pour l'Allemagne. Alors pour moi, ça s'est passé de la manière suivante. Je me souviens, c'était un dimanche matin. J'étais allé faire quelques courses dans le centre-ville. Je suis rentré à la maison, il était quelques 8h, 8h30, et je vois ma mère en pleurs. Je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive ? Elle me dit, bien, les gendarmes viennent de sortir d'ici. Voilà ta feuille, il faut que demain matin, à 8h, tu sois en gare d'Annecy pour partir pour l'Allemagne. Dès que j'ai eu ma feuille en main, je suis vite allé voir un autre camarade. Et quand je suis arrivé chez lui, les gendarmes venaient de partir aussi. Il avait également sa feuille et il devait partir en même temps que moi. Alors je lui dis, bon, on va au maquis ? Il me dit, bien sûr, on part au maquis. Je dis, allez, on part. C'était le début d'une aventure. On est parti pour se soustraire au départ, qui était donc fixé ce lundi matin, mais jamais on n'aurait imaginé que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait prendre cette tournure. En un an, la résistance intérieure gonfle ses effectifs. La France redevient une terre de combat, avec son cortège de répression, de faits d'armes, d'affrontements fratricides. L'année 1944 marque le paroxysme de l'effort de guerre, du front atlantique au Pacifique, en passant par les plaines russes. Après de longs mois marqués par l'improvisation économique et la confusion administrative, la machine de guerre américaine tourne maintenant à plein régime. Elle est devenue l'arsenal de tous les pays alliés. En vue du débarquement en Normandie, des montagnes de matériel s'accumulent des 2 côtés de l'Atlantique. War factory workers give General Montgomery a great reception when he comes to talk to them about their essential part in the waging of war. Why is it that today the tide has turned and we are beating the Germans and coming towards the final climax of the war? I'll tell you why it is. It's because we've got far the best equipment and we've got far the best men. And women, too. Far the best.
This is no time to say you've done enough. This is the time to really do your stuff. Le débarquement de juin 1944 fait à nouveau de la France un théâtre d'opération. Le pays est balayé par une double vague de combats, du sud au nord, d'ouest en est. Les ruines accumulées, notamment sur la côte normande, témoignent du prix à payer par les Français pour leur libération. Les Japonais aussi sont engagés dans cette mobilisation totale. Leur tour est venu d'en supporter les conséquences. Même les enfants abandonnent l'école et sont employés à plein temps dans les usines d'armement, tellement le besoin de main-d'œuvre est grand. À 12 ans, Katsumoto Saotome fabrique des grenades. L'école voulait que nous ayons l'air militaire. Et j'ai gardé ça depuis cette époque. Il y a écrit kamikaze en japonais. Ça se lit de droite à gauche. Nos professeurs nous apprenaient qu'au Japon, nous avions un empereur qui descendait des dieux. Quoi qu'il arrive, à la fin, le vent divin soufflerait et nous donnerait la victoire. On se mettait ça autour de la tête avant d'aller à l'usine. Chaque matin, la journée commence par une réunion de propagande à l'usine. La sphère de coprospérité n'est plus qu'un souvenir. Et le moment approche où il faudra repousser l'envahisseur pour défendre le territoire japonais. I've got a message that I want you to take over there for me, and I want you to deliver it. I want you to deliver it when you make that first raid on Tokyo. How about it, boys? Yeah. To the warlords of Japan, we have not forgotten, and our B-29 will remind you again and again and again. Good luck. God bless you. Thanks very much, sir. Depuis 1945, les Américains ont installé des bases aériennes suffisamment rapprochées pour que les B-29 puissent atteindre le Japon. Leurs avions se lancent à l'attaque de toutes les grandes villes. Mais le raid sur Tokyo, la nuit du 9 au 10 mars 1945, est le plus meurtrier. Katsumoto Saotome est réveillé par le vrombissement des avions à minuit. C'était un B-29. Il était aussi près de moi que le plafond. Il était plus grand que tout ce que j'avais pu voir. Je ne pouvais pas croire que c'était une création humaine. Je croyais que ça venait d'un autre monde, comme un diable, ou comme si Satan lui-même était apparu. En une seule nuit, un demi-million de bombes incendiaires font de Tokyo un brasier, comme ce fut le cas à Hambourg. Quand j'ai ouvert la porte, c'était comme si un vent rouge soufflait. Il y avait tellement de fumée qu'on ne pouvait pas voir d'ici à la maison d'en face. Les toits des maisons sautaient en l'air, comme ça, et les tuiles volaient dans les airs. Impossible de combattre la propagation des incendies. En quelques heures, 334 avions
ont tué 180 000 personnes et déversé 700 000 bombes. À côté, le saccage de Londres est 15 fois moins considérable. Les dirigeants japonais ont beau se rendre compte que la guerre est perdue, ils exhortent le peuple à combattre et lui annoncent de plus grands sacrifices encore. L'empereur Hirohito, au nom duquel les Japonais combattent, parcourt ce qui reste de sa capitale. Certains habitants ont été asphyxiés par l'air brûlant, d'autres sont morts ébouillantés alors qu'ils se croyaient sauvés dans l'eau. Cinq mois plus tard, la guerre totale atteint un sommet inégalé. Il suffit d'un avion et d'une bombe pour détruire en quelques secondes Hiroshima et 3 jours plus tard, Nagasaki. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai pensé à quoi a servi cette guerre. Est-ce qu'on l'a vraiment perdue? Et si c'est le cas, pourquoi mes enfants sont-ils morts? Quatre mois après l'Allemagne, le Japon capitule le 2 septembre. Après le choc nucléaire, plus question de s'arc-bouter sur la défense de l'archipel. Au total, la guerre a fait 55 millions de morts, 6 fois plus que la précédente. Ce n'est pas seulement un problème de mesure, mais de répartition dans l'espace. Ainsi, en Chine, on compte au moins 10 millions de victimes. C'est maintenant l'heure pour les survivants et les réfugiés de prendre le chemin d'un retour difficile et aléatoire. These are a few of the millions of people who were once labor slaves of the Nazis and who are now trying desperately to get home. Home to a little farm in Poland. Home to a tiny coastal village in Normandy. Home to Leningrad, 3,000 miles away. Dans cette immense armée de va-nu-pieds, Alexandra Sakharovna doit se frayer un chemin de sa ferme bavaroise jusqu'à Leningrad. Parfois, je voyageais sur le toit du train ou à pied. Ça a pris beaucoup de temps, environ 1 mois et demi. Quand je suis arrivée à Leningrad, ça a été pénible de voir la ville détruite, mais j'étais heureuse d'être chez moi.